Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur France Soir pour un nouvel entretien essentiel. Alors que les deux candidats encore en lice à la présidentielle se disputent les Verts français, nous allons parler d'écologie, un sujet de plus en plus prégnant dans notre société, un sujet qui a aussi tendance à effrayer certains. Mais aujourd'hui, le message ne sera pas catastrophiste, au contraire, il sera plutôt positif grâce au livre de Christophe Doré, La promesse des magiciens, paru aux éditions Belin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ancien grand reporter et spécialiste des questions environnementales. Je vais tout de suite rebondir avec une petite phrase qu'on a entendue de façon pléthorique pendant les dernières années et qui manifestement vous a fait réagir aussi à lire l'introduction de votre ouvrage. Si on ne fait rien, on va droit dans le mur. Vrai ou faux ? Moi, cette phrase, elle m'a beaucoup agacé, et en effet, ça a été l'étincelle qui à l'origine du projet, parce que moi, j'ai parcouru le monde, j'ai eu cette chance-là en tant que grand reporter pendant une vingtaine d'années, et je m'intéressais aux sujets scientifiques et aux sujets environnementaux quasiment depuis les années 90, depuis le premier rapport du GIEC, en fait. Et quand j'entendais cette phrase, quand j'étais en France, à la radio, dans le discours de certains personnages politiques, d'écologistes, etc., je comprenais pas, parce que à travers le monde, j'avais rencontré des centaines de personnes qui étaient et déjà dans l'action et qui avaient déjà des résultats. Donc cette phrase, si on ne fait rien, on va dans le mur, a été construite sur moi sur une rhétorique qui était à la base complètement fausse, même si il faut pas nier la réalité et qu'il y a des choses évidemment qui se font, il y a des choses très intéressantes, on a beaucoup de solutions. On a même quasiment des solutions à tout. Et ensuite, on a un problème que des solutions. Ouais, on a vraiment des solutions qui peuvent être des solutions techniques, des choix de société et des choix d'orientation de politique environnementale dans la plupart des pays sur la planète. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les moyens pour aller plus vite. Parce que pendant 30 ans, c'est-à-dire depuis le GIEC est créé en 98, 2 ans après, ils sortent un rapport et ils nous disent on a un problème avec la pollution environnementale, eux travaillant essentiellement sur le réchauffement climatique. Donc on va pas droit dans le mur, mais il faut quand même s'intéresser à la question et il faut quand même accélérer l'action. Il faut accélérer l'action, évidemment, et ça se fera pas de manière simple. C'est un peu pour ça que dans mon livre, j'ai multiplié les exemples. J'ai raconté le travail de certains personnages qui peuvent être parfois des réalisations très locales, mais qui me paraissent exemplaires en termes d'efficacité. Je parle par exemple de Jadav Payeng en Inde, qui est un gars qui, dans les années 90, un fermier, il voit une île qui est rongée par les eaux du Brahmaputra, qui a des crues de plus en plus importantes. On ne sait pas vraiment si c'est à cause du réchauffement climatique ou pas, mais en tout cas, l'effet est là. Et il décide de planter des arbres. Il va voir les moines bouddhistes, et les moines bouddhistes lui disent plante des bambous. Donc il commence à planter des arbres, et puis il voit que ça fonctionne, il choisit les graines, etc. Et en l'espace de 30 ans, 25-30 ans, il a reconstitué une forêt de la taille de Central Park à New York, tout seul, avec des bâtons et des graines. Donc, s'il y avait 600 000 Jadav Payeng sur la planète, c'est un peu la théorie de mon livre, c'est ces personnages exemplaires, ces magiciens, comme je les appelle, ces sauveurs agissants, si on suit leur exemplarité, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais en revanche, vu qu'on a passé 30 ans à analyser, comprendre comment ça marchait, trouver des raisons pour pas avancer, maintenant il faut aller vite. Le rapport du GIEC, dernièrement, dit 3 ans avant des vraies conséquences graves sur le fonctionnement de la planète et sur les humains, du coup. Donc pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je vais vous citer à la page 100. L'homme moderne n'a pas à protéger la nature dans une sorte de posture condescendante, mais bien à défendre le vivant. Il peut le faire de façon altruiste, mais aussi de manière totalement égoïste, par pur intérêt personnel. Donc on a les moyens de le faire, et en plus, à vous lire,
aucune raison de ne pas le faire. Oui, on n'a aucune raison de ne pas le faire. Alors là, on rentre dans une analyse qui est un peu plus profonde, mais qui est intéressante. C'est-à-dire que on a un regard français. Ça n'existe pas sur l'ensemble de la planète, mais on a un regard français assez cartésien, avec d'un côté la nature et puis de l'autre côté l'homme. Et l'homme étant là pour maîtriser la nature et pour la mettre à son service. En gros, c'est un peu la théorie de Descartes, de l'animal-machine, l'homme supérieur. Non, l'homme fait partie d'un écosystème. C'est-à-dire que on se rend compte que à la fois sortir l'homme de cet écosystème, comme peuvent le faire certains écologistes radicaux, ça n'a pas de sens. On sait que la forêt amazonienne a été façonnée par les Indiens pendant des siècles et qu'on y trouve des arbres fruitiers, etc. parce qu'ils ont fait des brodies, mais comme ils étaient peu nombreux, la forêt en a pas pâti. Mais penser qu'il y a des espaces comme ça, ce qu'on appelle les forêts primaires, qui n'ont jamais eu qui n'ont jamais été impactés par l'homme, ça existe quasiment plus sur la planète. Il y a des régions comme ça qui ont été moins impactées, mais il y en a d'autres qui ont été plutôt bien préservées parce que l'homme a été attentif à ça. Et c'est ça qu'on doit retrouver. C'est-à-dire qu'on doit être presque dans une posture un peu animiste des Indiens, avec cette idée que le vivant, c'est pas uniquement nous et les espèces supérieures et les beaux lions et les beaux rhinocéros et les éléphants qu'il faut défendre, c'est tout, y compris la petite fourmi qui fait partie de l'écosystème et qui permet de nourrir le tapir, qui lui va nourrir le tigre et ainsi de suite. Au cours de votre récit, de vos aventures, de vos voyages, vous racontez donc l'histoire de ces personnes que vous appelez ces sauveurs agissants. Vous y parlez dans votre livre d'afforestation, de réensauvagement du territoire, du recul des déserts, de sanctuarisation des espèces, et j'en passe. Évidemment, les sujets sont divers et variés. Finalement, ces gens-là sur lesquels vous projetez la lumière, ne sont-ils pas des exceptions en fait? Est-ce que on n'a pas tous le temps, ni le courage, ni les moyens de finalement dédier sa vie en fait à la cause écologique? Alors qu'est-ce que vous préconisez pour ceux qui voudraient simplement apporter leur pierre à l'édifice? Oui, vous avez totalement raison, et c'est pour ça que j'ai tenu à la fin de chaque chapitre de mettre un petit paragraphe en disant « Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On n'est pas tous là, on n'est pas tous shiny, capables d'aller dans la jungle, et j'y suis allé avec lui, je peux vous garantir que c'est pas confortable pour défendre les singes ou ce genre de choses. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord faire attention à ce qu'on fait. C'est un peu ce que défend Jean Covici quand il parle de sobriété. J'aime bien le terme, j'aime pas le terme de décroissance parce que moi je suis allé partout dans le monde, donc si on commence à dire il faut réduire, c'est pas nous que ça va gêner là en premier, mais en revanche les Indiens et les Africains, si les pays qui tirent le monde en termes économiques commencent à choisir la décroissance, eux ils vont retourner dans la pauvreté. Donc je pense que la décroissance c'est vraiment une solution d'écolo un peu bobo qui a pas compris comment le monde fonctionnait aujourd'hui. Pour les autres, mais pas pour nous. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est quand même de dire, nous, on peut pas être totalement dans cette démarche, mais en revanche, pour les Occidentaux, pour les classes moyennes, on a un peu d'argent, on peut faire attention à nos investissements, on peut faire attention à nos choix de vie, à nos choix de consommation. Par exemple, une des pollutions flagrantes en ce moment sur la planète, c'est le plastique. Et moi, quand je vois dans une grande surface des étalages entiers de sodas qui nous rendent plutôt obèses, donc qui sont plutôt très mauvais pour la santé, emballés dans du plastique qui est très mauvais pour les océans, les animaux et pour nous au final, parce qu'on se retrouve avec des particules de plastique, est-ce qu'il ne faut pas là commencer à se dire, attendez, on va repenser le système et dire, non, moi je ne veux plus acheter d'eau en plastique parce que à Paris, l'eau du robinet, vous la laissez dans un verre, elle perd une petite odeur de javel assez désagréable et elle est tout à fait buvable. Entendu. Mais ces sauveurs agissants, donc pour reprendre votre terme, ces magiciens ont aussi besoin, si l'on en croit votre livre, de grands renforts de finances, en fait. Vous ne mentionnez pas moins que Bill Gates, la Banque mondiale, voire même le Forum économique mondial. Ce sont des noms
de plus en plus usités, encore un peu mystérieux, qui ont parfois tendance à effrayer le grand public. Vous saluez certaines initiatives de leur part. Et alors, je vais encore une fois vous citer, cette fois au niveau de l'épilogue, donc à la page 327, vous dites à propos de cette élite financière: croire qu'imposer la sobriété aux habitants les plus riches de la planète va tout résoudre est une posture politique qui n'a jamais prouvé son efficacité. Nous avons besoin de personnes riches et de leurs milliards afin de bâtir un avenir durable pour l'ensemble de la population mondiale. Il ne faut pas en faire des ennemis, mais des alliés. Est-ce que vous croyez vraiment en leur bonne foi? Non. Non. Mais on s'en moque un peu. Ce dont on a besoin, c'est pas de leur cerveau et de leur bonne foi. On a besoin de leurs milliards. Leur argent. On a besoin de leur argent. C'est-à-dire, on a besoin de leur faire comprendre que la route qu'on est en train de suivre, c'est pas la bonne. Et ça, on le sait maintenant. On sait qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz. Et si on veut garder notre niveau de vie, avec un peu de sobriété, parce que je suis de plus en plus persuadé qu'il va falloir faire attention à un certain nombre de choses, parce qu'on a trop attendu. Mais en gros, il faut changer le moteur. Si on veut que la voiture continue à avancer, il faut mettre d'autres choses dedans. Il y a plusieurs solutions. Repenser la consommation, repenser la production. C'est cette théorie d'économie circulaire que les écologistes intelligents portent. C'est-à-dire, en gros, on ne fabrique plus un seul produit qui ne pourra pas être quasiment intégralement recyclé. Et ça, technologiquement, on a et les cerveaux et les outils pour le faire. Ensuite, il faut de l'argent pour tester des nouvelles technologies. Je vous donne un exemple. Il y a une boîte française qui travaille depuis 7 ans sur une molécule qui permet de dégrader le plastique. Ils viennent de sortir leur premier expérimentateur industriel. 7 ans de travail, un process efficace, et ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez des bouteilles plastiques là-dedans et ça vous ressort des petites particules de plastique qu'on peut réutiliser pour refaire des bouteilles plastiques. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de tirer sur la planète en permanence, il faut renoncer aux énergies fossiles parce que le réchauffement climatique autrement est inéluctable. Pas moi qui le dis, c'est des milliers de scientifiques qui sont réunis maintenant depuis 30 ans et qui travaillent et qui récupèrent les données, etc. Mais surtout, il faut passer à l'action. C'est-à-dire, c'est un peu aussi ce que je reproche aux grandes organisations de défense des animaux et environnementales. Ils passent leur temps à faire des rapports, à conclure que ça va mal. Ils se financent notamment aussi à cause de ça, donc ils ont plutôt tendance à vouloir que ça aille toujours mal. Alors que cet argent-là, il doit aller aujourd'hui dans des solutions concrètes pour des résultats concrets. Mais alors, si on a besoin des grandes finances, le projet, c'est une espèce de cheval de Troie, en fait, où on met la graine écologique dans un habillage de rentabilité. En fait, vous n'excluez pas le fait que l'écologie puisse être rentable économiquement parlant. Et donc, il faudrait convaincre les grandes fortunes mondiales qu'elles peuvent y trouver leurs intérêts, finalement, et en plus de ça, sauver ou en tout cas aider la planète. Oui, parce que on peut, c'est un peu on est quelques-uns maintenant à défendre cette idée de croissance qualitative. C'est-à-dire, on oppose aujourd'hui décroissance, on va parler un peu économie, mais rapidement, on oppose décroissance, et les écologistes en général, ou les écologistes radicaux, en gros, il faut arrêter la machine, sans se soucier des plus pauvres qui vont plus rien avoir à manger. Et puis ensuite, c'est cette théorie de la croissance infinie, tant que l'homme peut fabriquer des choses, en produire, etc., on crée de la richesse, donc on enrichit les gens, et après, c'est juste un problème de répartition. On se voit bien que ça fonctionne plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute notre économie mondiale est basée sur les énergies fossiles. Le plastique, c'est du pétrole. Là-dedans, il y a du pétrole, parce qu'il faut laver le papier. Donc ça, il faut inverser la tendance, c'est-à-dire qu'il faut de l'innovation, mais là aussi, on a déjà plein de choses. Les éoliennes, c'est assez rustique, ça fonctionne bien et ça produit de l'énergie. On peut discuter du nucléaire, qui est très vertueux, en tout cas en termes d'effet de serre. Le solaire et le photovoltaïque, c'est une super solution, et en plus c'est une super solution qui est encore en train de faire des avancées considérables, peut-être avec des ruptures technologiques. Donc c'est là-dedans qu'il faut investir des milliards pour pouvoir substituer au pétrole, au charbon et au gaz ces nouvelles énergies sur lesquelles on va bâtir notre nouvelle économie.
C'est ça important. Et puis surtout, et on l'a appris récemment, on se rend bien compte qu'en termes de souveraineté, les énergies renouvelables sont des super outils. C'est-à-dire, en gros, on a des outils qui nous permettent d'utiliser notre vent, notre soleil et notre eau pour produire notre énergie. Et on n'est plus obligé de dépendre d'autres pays qui ont provoqué la plupart des grandes guerres sur les 100 dernières années, etc. Donc, c'est vertueux dans tous les sens. En revanche, là où le problème là où il y a un problème important, c'est que ça demande beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'on fait sans les milliardaires ? C'est-à-dire, est-ce que les États financent avec l'argent du contribuable ? Ça va être compliqué. On voit bien les débats en France qu'il y a sur les éoliennes, sur les aides, sur ces nouvelles énergies, sur les aides sur les voitures électriques, etc. Donc, se passer de ces milliardaires qui sont assis sur des fortunes et qui ont une sensibilité écologiste, quand Jeff Bezos dit à Glasgow, je vais vous donner 2 milliards, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment moi je suis beaucoup ces choses-là, des réactions d'une violence incroyable. Et la réaction a été aussi violente contre moi quand j'ai dit, mais arrêtez, prenez-les ces 2 milliards et dites-lui, Jeff, l'année prochaine, c'est pas 2 mais c'est 6, puis l'année suivante, c'est 20. Et puis tu vas faire en sorte que toute ton activité économique, elle soit vertueuse. Tu vas faire fonctionner tes entrepôts avec des panneaux solaires. Voilà ce qu'il faut dire à ces gens-là. Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, qui leur racontent sans doute les mêmes choses que nos enfants ou nos petits-enfants, en disant, attendez, c'est quoi la planète que vous nous avez fait là ? Faut changer. Et en termes de conditions de vie, globalement, après, imaginons qu'on arrive à obtenir tous les milliards dont on a besoin de Bill Gates, de Jeff Bezos et d'Elon Musk, pour ne citer qu'eux. Après, est-ce qu'eux devront réduire leur consommation aussi ? Est-ce qu'ils devront arrêter de prendre des jets privés aussi ? On a vu tout récemment Jean Castex qui partait voter en prenant un jet privé en France. Et puis le nombre de vols privés aussi qui ont été organisés, qui ont été utilisés pour l'organisation du G20 et du G8, etc. Qu'est-ce qui va se passer globalement après ? Est-ce qu'ils ont juste à donner les milliards et puis finalement après c'est eux qui profitent de notre nouvelle planète ou est-ce qu'on se contente de ça ? Ouais. Le transport aérien, c'est 2% des gaz à effet de serre. Même pas 2% des gaz à effet de serre, je crois que c'est 2% du CO2. 98 autres %, ça vient d'ailleurs. Je ne suis pas là pour défendre le transport aérien, mais vous voyez, il y a comme ça des choses sur lesquelles on se focalise, parce qu'elles sont symboliques et parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles correspondent à des combats qui sont assez franco-français, hein, les riches contre les pauvres, etc. Mais 2%. Et on est en train de mettre en place une solution qui a priori est viable, en tout cas tous les spécialistes qui travaillent là-dessus disent que ça peut marcher, il y a encore beaucoup de travail, mais en utilisant l'hydrogène. Et l'hydrogène est un peu la pièce du puzzle qui manquait aux énergies renouvelables telles qu'on les connaît et qui ont leurs problèmes de variabilité, etc. Donc, si on arrive à faire une société, ça pourra se faire qu'au niveau mondial, qui peut se débarrasser le plus vite possible des énergies fossiles, on est sorti de l'auberge. On a notre solution. Vous voyez, vraiment le problème, il est essentiellement là. Et après, il y a tout le travail de dépollution et de remise en état de la planète qu'on a un petit peu saccagé. Mais là-dessus, les spécialistes que j'ai rencontrés et dont je parle sont pas du tout pessimistes. C'est-à-dire que quand j'entends certains écologistes qui disent « oui, les pollutions aux métaux lourds, on a saccagé des millions d'hectares », non, on peut réparer. Et avec des plantes, on peut réparer ça. Parce qu'il y a des plantes qui savent s'adapter à ça, et qui savent capter les métaux lourds. Et ensuite, il suffit de mettre en place une économie circulaire qui va permettre de réutiliser ces éléments-là. Donc les solutions, on les a. Après, il faut être sincère avec les gens. C'est-à-dire, ça va supposer un certain changement de comportement pour les pays les plus riches, c'est-à-dire en résumé, le nord de l'Amérique, l'Europe et une partie de l'Asie et un ou deux pays africains. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Mais donc, il y a pas, ça n'implique pas nécessairement une remise à niveau de toutes les classes sociales en termes de conditions de vie, c'est-à-dire que les riches continueront globalement à polluer un peu plus que ceux qui ont moins d'argent en voyageant, en consommant, en investissant dans différents projets qui sont plus polluants les uns que les autres. Oui, si on voit la chose de cette manière-là, oui. Mais Jeff Bezos, pour toujours reprendre Amazon, parce que je sais que les Français n'aiment pas, il y a bien des gens qui achètent les produits sur Amazon. Donc toujours dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute du politique, que c'est la faute des riches, et jamais se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, ça me paraît un prisme qui n'est pas positif. Oui, puisque vous dites que c'est à eux de changer les choses. Non, c'est pas eux, c'est à leurs milliards, c'est-à-dire c'est aux fortunes qu'ils sont en train de mettre en place. C'est comme une décision qui leur incombe. Ouais. Bill Gates, par exemple, j'en parle dans le chapitre que j'appelle la machine à caca de Bill Gates. Bill Gates, il balance 100 millions de dollars en disant « Trouvez-moi des toilettes qui sont efficientes et qui vont permettre d'assainir tout un continent qui est le continent africain et aussi une partie de l'Inde avec des outils dont l'Occident n'a plus besoin parce que nous ça va, on a de l'eau, on a même de l'eau qu'on peut boire dans nos chasses d'eau. Mais 100 millions de dollars, c'est quand même pas grand-chose pour Bill Gates. J'ai justement sous les yeux un article de 2007 de Courrier International qui mettait en avant en fait les contradictions des investissements financiers de la Fondation Bill et Melinda Gates, en montrant que globalement, tout en soutenant un discours écologique, ils investissaient à côté. Donc je cite, elle a investi 423 millions de dollars dans le capital d'Eni, de Royal Dutch Shell, d'ExxonMobil, de Chevron, de Total, etc. Les compagnies responsables de la plupart des émissions de gaz qui obscurcissent le ciel. Oui. Paradoxe. Paradoxe. On a quand même besoin. Paradoxe de tout le monde. Si vous regardez comment les banques françaises placent l'argent des Français, vous allez voir ce même paradoxe. Absolument. Et moi, je me suis battu 3 ans avec mon banquier pour qu'il me dise clairement le peu d'argent que j'ai et que j'ai économisé, en disant je veux pas que ça aille là, je veux pas que ça fasse ça. Et c'est là où je dis qu'on a tous un rôle à jouer. C'est-à-dire que si on est tous en train d'emmerder nos banquiers, si on rappelle à Bezos, à Bill Gates ou aux autres, les gars, vous êtes assis sur des tas d'or, donc vous devez contribuer de manière beaucoup plus forte à la mutation, au changement. Ça devrait fonctionner. Si on passe son temps à se dire c'est pas nous, c'est les autres, ce qui est un peu ce que défend Marine Le Pen aujourd'hui, elle dit attendez, nous on a le nucléaire, en oubliant de dire que sur l'ensemble de la consommation énergétique française, on est encore carboné à 64%, et puis qu'historiquement l'Europe fait partie de la partie du monde qui a le plus pollué sur les 200 dernières années. Donc est-ce qu'on efface ça ? Non, parce que le CO2, il disparaît pas comme ça en 10 ans. Donc, moi, ce que j'aime bien dans les magiciens dont je parle, c'est qu'ils sont pas toujours en train de trouver des excuses pour rien faire. Ils se sont mis dans l'action. Souvent, avec leur vision à eux, ils n'ont pas un discours écologique très structuré, ils lisent pas Jadot tous les matins, mais ils ont fait leur truc. Shiny, dont je parle en Indonésie, sa passion, c'est les gibbons. Il y va pour défendre les gibbons, et puis au bout d'un moment, il se dit, mais il faut que j'achète des forêts. Et lui, il a été durement confronté au gouvernement, aux politiques affairistes. Je voudrais vous citer, je me souviens plus exactement. Oui, bien sûr. L'Indonésie, c'est très clairement difficile à bouger. Mais il commence à avoir les populations derrière lui, il commence à avoir une notoriété, il travaille avec les Dayaks sur place, et pas du tout dans cette vision en disant il faut qu'ils préservent leur culture, etc., parce que c'est fini tout ça. Moi, les Dayaks, je suis allé avec Shiny dans la forêt, ils ont des jeans, ils ont des activités pour faire vivre leur famille, ils font de la pêche et ils cultivent le retin, et puis ils aspirent à ce que leurs enfants aillent à l'université. Donc on ne peut pas être dans cette idée d'un côté où il faut mettre sous bulle une espèce de planète rousseauiste qu'il faut plus toucher, et puis de l'autre côté faire ce qu'on veut dans les endroits où on vit, avec le niveau de vie qu'on a. Il faut que tout ça prenne une cohérence, et cette cohérence, elle ne peut exister qu'au niveau mondial. Et quand je défends, entre guillemets, les milliardaires, c'est pas pour le plaisir de les défendre, c'est pour dire il faut qu'ils soient dans notre camp.
Parce que s'ils ne sont pas dans notre camp, on n'y arrivera pas. Vous mentionniez Marine Le Pen. Je vais équilibrer la balance pour revenir sur quelque chose de plus actuel et de plus chez nous, de plus français. Donc, au beau milieu de l'entre-deux tours, le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas tout vert, sans mauvais jeu de mots. Le récent rapport du GIEC, qui a été publié en plusieurs volets ces 3 derniers mois, n'est pas glorieux. Est-ce que, à lui, vous lui feriez confiance pour un nouveau mandat en termes écologiques? Moi, j'ai un discours, vous avez vu, je parle très peu de politique dans le livre. Oui. Et moi, j'ai un discours sur les politiques qui est assez similaire au discours que je tiens sur les milliardaires. C'est-à-dire, ces gens-là, il faut les pousser surtout. Malheureusement, sur ces questions écologiques, il n'y a pas beaucoup de leaders politiques dans le monde qui ont une vraie conscience du problème en face duquel on est et qui n'ont pas le courage de dire la vérité aux populations là-dessus. Et Macron ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire, en gros, en France, on a ce regard qui est un regard, à mon avis, faux. C'est qu'on attend la solution miracle. Et très clairement, ce qui est ressorti, moi, de mon travail d'enquête, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a une multitude de solutions portées par des gens qui croient en ça, qui ne sont pas forcément des militants écologiques, mais qui ont l'environnement tenaillé au corps, parce qu'ils veulent défendre leur forêt, parce qu'ils veulent défendre tel animal, parce qu'ils ont été choqués par la pollution des plastiques dans des endroits paradisiaques. Le navigateur Yvan Bourgnon, avec son projet de dépollution des océans pour récupérer les plastiques, par exemple. Donc ces gens-là, ils vont travailler de manière très concrète sur des problèmes qui existent et ils vont trouver des solutions. Des politiques, il faut leur dire, vous avez un rôle à jouer et vous devez pousser dans ce sens-là. Donc il faut avoir quelque chose à leur montrer, un exemple. Oui, et puis surtout, faut leur dire, notre vote, il n'ira pas vers vous si vous n'êtes pas un peu entreprenant là-dessus. Et on voit bien au deuxième tour l'espèce de virage là que les 2 candidats finalistes sont en train de faire. Alors, il y en a une qui a besoin de faire un virage un peu plus radical. Elle veut supprimer les énergies renouvelables. Le terrorisme vert, etc. Tout un discours de la droite souverainiste française qui est en plus en contradiction complète avec leurs convictions politiques, à mon goût. Parce qu'il n'y a rien de plus utile que les énergies renouvelables pour rester maître de son économie et pas dépendre du gaz russe, du pétrole des pays arabes, du charbon russe ou des pays de l'Est, etc. Donc devenir plus indépendant en produisant sa propre énergie, c'est plutôt important. Donc j'ai un peu envie de dire, moi j'ai été journaliste, grand reporter pendant 30 ans et j'en ai côtoyé des politiques. Et ils savent beaucoup de choses sur pas grand-chose et à un moment, il faut leur dire, là vous n'êtes pas à niveau. Et ça fait trop longtemps que vous êtes en train de mettre la poussière sous le tapis. J'ai l'impression, on va voir après les élections, mais que le message est un peu passé. C'est-à-dire que cette idée qu'il n'y a pas de contradiction entre un discours environnemental positif, efficace, et une économie qui pourrait tenir la route sans que subitement tout s'écroule, c'est-à-dire cette conception de croissance qualitative, elle est en train de... L'écologie de droite, finalement. Ouais, moi je crois plus beaucoup à ces clivages droite-gauche. On voit bien là maintenant qu'on est plutôt dans un discours de conservateur, progressiste, etc. Mais si vous voulez, on s'en fout des étiquettes. Il faut qu'on change le moteur. Plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon. Il faut qu'on mette à la place des énergies qui sont propres et il faut repenser une industrie mondiale qui est dans une valorisation de ce qu'on a pris à la planète, c'est-à-dire économie circulaire. Tout ce qu'on prend, on le remet dedans et on le réutilise. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ceux qui détiennent les clés de ce changement, ce sont donc les magiciens. Qu'est-ce que vous répondez finalement à ceux qui se joueront du terme pour les qualifier plutôt d'apprentis sorciers? Il y a des apprentis sorciers.
Je lisais hier un article sur une start-up californienne. Alors, il y a beaucoup de green tech en Californie. Moi, j'y suis beaucoup allé. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont sorties. Et puis là, il y a des choses, faut faire un peu attention, quoi. C'est-à-dire, là, ils sont sur l'idée de travailler sur. Ils trouvent que la photosynthèse des arbres, elle est bien, mais elle n'est pas assez efficace. Donc, ils sont en train de manipuler des arbres pour rendre la photosynthèse plus efficace. Faisons attention, c'est-à-dire notre intelligence et notre capacité scientifique aujourd'hui nous permet d'aller très loin. Faisons attention à ce qu'on fait. On ne sait pas du tout comment ces arbres génétiquement modifiés peuvent se comporter. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'arbres génétiquement modifiés pour gagner 20% de plus, alors qu'il suffit de planter 20% plus d'arbres en plus pour avoir des résultats efficaces. Donc, le côté magicien, c'était pour moi, c'est l'exemple que je vous ai donné de Jadhav Payang, parce que ce gars-là, bâtir une forêt tout seul avec ses bâtons et ses graines, la taille de Central Park, je trouve qu'il y a un côté magique. Puis après, il y a des chercheurs. Il y a par exemple une scientifique française qui travaille justement sur les plantes qui sont capables de nettoyer les sols, qui fait des choses assez magnifiques. Également dans cette idée d'économie circulaire, il y a une jeune scientifique polonaise qui travaille sur des cellules photovoltaïques en perovskite. C'est un peu technique, mais du coup, ces cellules sont un peu magiques parce qu'elles permettent de capter beaucoup plus de lumière, donc de produire beaucoup plus d'électricité et d'être en plus légères, donc de pouvoir être posées dans des murs, dans des fenêtres, etc. Donc là, il y a des vraies ruptures technologiques. C'est pour ça qu'il y a un côté... Moi, j'ai toujours été fasciné par cette capacité de l'intelligence humaine à nous trouver des solutions. Et les solutions, c'est ce que je raconte dans mon livre, il y en a. Il y a des gens qui les portent, et ces gens qui les portent, faut les aider. Il faut les soutenir, il faut en parler, il faut dire aux politiques, OK, on investit un peu là-dedans, on aide, on soutient, et puis après ça revient. Regardez l'éolien. Avec la hausse de l'électricité, alors pendant 15 ans, on a injecté en effet des milliards pour faire en sorte que ça marche, sans vraiment d'ailleurs construire une industrie française de l'éolien. Bon, ça c'est un autre problème. Mais là, on est en train de s'apercevoir que comme le prix de l'électricité est en hausse et que les contrats qui ont été passés avec l'État font que quand les fermes éoliennes gagnent beaucoup plus que le truc normal, elles rendent de l'argent à l'État. Et là, on voit que l'éolien va donner 3 ou 4 milliards, a déjà donné, je crois, 2 milliards en 2021, il va donner 3 ou 4 milliards en 2022 qui vont rentrer dans les caisses de l'État. J'espère qu'il va les réinvestir dans des projets qui vont dans le sens d'une intégration de l'environnement dans notre manière de vivre. C'est vraiment ça. Solution qui est donc portée par, je vous cite pour clore cet entretien, « Ces magiciens de notre futur harmonieux sont les vrais héros d'aujourd'hui, mais nous ne l'avons pas dit assez fort pour couvrir les ricanements des cyniques, les diatribes des idéologues ou les prédictions funestes des Cassandres. » J'espère, Christophe Doré, que cette fois, nous l'aurons dit assez fort, et j'espère que le message sera entendu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur ce soir. C'est un message d'optimisme, vraiment. C'est un message parce qu'on va y arriver. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.